Imagine, t'es là, vous vous apprêtez avec ton groupe de mates à passer une des meilleures sessions rando que vous ayez jamais fait. En fait, là, vous avez prévu un parcours béton. Vous partez en expédition, tout le monde vous encourage avec le sourire. Au bout de quelques semaines, vous ne reveniez pas en fait. Au début, personne ne s'inquiète et puis au final, on découvre que tout le groupe s'est fait cook sale et qu'il y a 0 survivant. On découvre des fractures, des os brisés, bref, rien de très friendly. Commencer par le commencement la team. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au départ ça va être un groupe de 10 randonneurs qui partent en fait pour voyager au travers du nord de l'Oural en fait, dans l'oblast de Sverdlovsk. Leur but ce serait d'atteindre apparemment la destination d'Ortoton qui était à 10 km au nord du drame. Voilà, du coup pour dire qu'il leur restait quand même un bout de chemin. Le 25 janvier ce qu'il faut savoir c'est qu'ils arrivent en train à Ivdel du coup, une ville située au centre de l'oblast de Sverdlovsk. Ils prennent un camion jusqu'à Vijay qui est le village le plus au nord avant justement qu'ils partent en expédition. Commence à marcher en direction d'Ortoton le 27 janvier, sauf que malheureusement le jour suivant, l'un des gars du groupe, Lori Loudin, doit renoncer à l'expédition pour cause de maladie. Et mon dieu, heureusement que la maladie la coupe, sinon il aurait probablement rejoint ses mates. Du coup maintenant il reste plus que 9 membres dans la squad. Alors tout d'abord ce qu'il faut savoir dans l'itinéraire, le 31 janvier, le groupe du coup atteint une région en haute terre, voilà, et ils en profitent pour commencer à se préparer pour la montée. Ils ont pas le temps, du coup ils déposent des vivres excédentaires, des équipements dans une vallée boisée pour le voyage de retour. Ils ont voulu anticiper les bugs. Le lendemain du coup, au cours du 1er février, des randonneurs commencent à traverser le col et ils pensent probablement camper la nuit suivante de l'autre côté en fait, mais malheureusement le temps ne va pas être avec eux tout simplement parce que les conditions météorologiques, la team, vont fortement se dégrader là, mais à un point qu'ils vont carrément dévier vers l'ouest en fait. Le soir du 2 février, le groupe est à 10 km d'Ortoton du coup et ils décident tout simplement d'installer leur campement pour une dernière journée. Les enquêteurs ont commencé à se demander, tiens c'est une décision étrange, ils étaient à seulement 1 km d'une forêt qui permettait un meilleur abri, qui leur aurait peut-être potentiellement évité de tous die quoi. Ce qu'il faut savoir c'est que le groupe s'était mis d'accord entre eux pour que Dyatlov envoie télégramme lors de leur retour à Vijay au plus tard le 12 février. Bon bizarrement ils l'ont pas envoyé. Comme c'est des chill guys, ils se sont dit que c'était probablement un petit peu de délai. Si seulement. Les jours passent, les semaines passent et l'Institut Polytechnique il se dit bon ben qu'on va tempo hein, et qu'ils préparent juste leur comeback. Sauf que pas du tout en fait. Et puis les familles au bout d'un moment finissent par mettre un pressing à l'Institut qui va décider d'envoyer un groupe d'élèves et de professeurs avec bien évidemment l'armée et la police qui se joindra à eux. Ah oui la team. Et c'est là que les découvertes des plus marquantes vont être faites en fait, qui va graver à jamais l'affaire. Le 26 février, lorsque l'équipe de secours découvre le camp des randonneurs, ils font une découverte des plus intrigantes. La tente a été déchirée de l'intérieur, comme si le groupe de randonneurs avait essayé de s'échapper à la va-vite. Et toutes leurs affaires sont laissées là-dedans. Après ça, le groupe va se rendre compte que les traces de pas s'arrêtent en lisière de forêt en fait. C'est là qu'ils vont tomber sur un feu de camp et trouver nos 2 premiers corps. La première hypothèse pour eux, c'est qu'ils sont morts d'hypothermie. Entre l'arbre et le camp abandonné, ils trouvent 2 autres corps, ceux de Dyatlov et Kolmogorova. Et selon la position de leur corps, il semble qu'ils aient tenté de regagner le camp. Comment ils étaient peu couverts aussi, tu m'étonnes qu'ils aillent rapidement. Ils sont trouvés séparément à respectivement 300 mètres et 630 mètres du pain. Le 5 mars, c'est le corps de Slobodin, cette fois qui est retrouvé au même endroit où se trouvaient les corps de Dyatlov et de Kolmogorova, entre le camp abandonné et 480 mètres au-dessus du pain. Ils auraient, comme eux, tenté de retourner dans l'abri tout simplement. Je sais pas comment ils auraient fait pour se recouvrir quoi. La recherche des 4 autres corps restants là, elle prend encore 2 mois supplémentaires la team. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, hein. Ça veut dire que la neige les a couverts. Pour vous dire à quel point c'est passé, ça a dû être violent en fait, et que les recherches prennent plus de 2 mois. C'est que ce qui se passait là-bas a dû être vraiment très violent et choquant. Finalement, le 4 mai, les corps de Dubinia, Kolevatov, Thibaut Brignol et Zolotariov sont finalement retrouvés 4 mai dans un ravin de la vallée. Et c'est là la team que très clairement, les traumatismes qu'ils ont subis vont être tellement violents que ça va être à l'origine de l'ampleur de cette enquête. Et aussi que ça va susciter le plus d'interrogations. On se rend compte que les victimes portaient les vêtements des autres randonneurs. Un des pieds de Dubinia était enveloppé dans un morceau de laine provenant du pantalon de Kriovinochenko, tandis que Zolotariov lui portait la veste en fausse fourrure et le chapeau de Dubinia. Et les 4 victimes sont mortes de façon très violente et leurs corps sont en très mauvais état. Dubinia du coup lui il a 10 côtes cassées, sa langue et ses yeux ont disparu. Thibaut Brignol lui a quant à lui pour sa part le crâne fracturé. Je sais pas si vous vous rendez compte la team là. Qu'est-ce qui a pu causer des blessures aussi violentes? Comment ça a pu en arriver là? L'enquête a débuté dès la découverte des 5 premiers corps et une enquête médicale du coup ne trouve pas de blessures pouvant causer la mort. Pour eux c'est probablement une avalanche soudaine qui a pu causer tout ça, mais il y a plusieurs incohérences, ils le savent, mais bon qu'est-ce que vous voulez. Slobodin par exemple il présente une fêlure sur le crâne qui n'est probablement pas une blessure mortelle. Krivonichenko lui quant à lui il a des brûlures à la jambe et une morsure à la main qu'il s'est faite lui-même. Chair de sa main d'ailleurs est retrouvée dans sa bouche. Il a dû y avoir un événement vraiment très traumatisant. Et vous en faites pas, on va en venir là team. Et les corps ne présentent pas de blessures externes comme des fractures, comme s'ils avaient été plutôt soumis à une très haute pression. Le corps de Dubinia lui il présente plus de traumatismes externes. La langue manquante, de même que ses yeux, c'est aussi dû à de la putréfaction au milieu humide parce qu'il a été retrouvé face contre terre dans un ruisseau. C'est là que le docteur Boris Vozrojdeny et il affirme que les traumatismes ils ont été beaucoup trop graves
pourrait être causé par des simples humains. C'est comparable à un accident de voiture ou à des ondes de choc. Les vêtements de certaines victimes en plus émettent bizarrement de fortes radiations. Pour conclure l'enquête, les enquêteurs se sont penchés sur le fait que bizarrement, le corps qui ont été retrouvés était assez peu vêtu, alors que la température était extrêmement froide et qu'une tempête de neige sévissait. On était aux alentours de moins 25 à moins 30 degrés à peu près. Juste pour vous dire à quel point c'était glacial en fait. Les corps qui ont été retrouvés étaient soit habillés d'une chaussure ou même qu'en chaussettes par exemple. Pour certains enquêteurs, ça c'est typiquement le phénomène de déshabillage paradoxal. C'est lorsque le corps en fait il a tellement froid qu'au bout d'un moment il se dit Bélec, vas-y j'envoie toute la chaleur, je donne tout. Ça a typiquement lieu pendant une hypothermie assez sévère en soi. Ça amène l'individu à croire qu'il a chaud en fait. Et ce comportement est avancé pour expliquer le fait que les victimes ont été retrouvées dévêtues tout simplement. Les journalistes en gros révèlent que 6 des membres du groupe sont morts d'hypothermie, 3 de blessures mortelles. Il n'y a aucune raison de penser qu'il y avait des personnes présentes sur le Kholat Syakhl ou dans les environs. On a aussi des empreintes de pas qui montrent que les randonneurs sont partis de leur plein gré. Cette enquête a été officiellement close en mai 1959. Les documents ils sont envoyés au fond d'archives secret, voilà. Mais il y a certains témoignages qui ont été faits qui ont été très intéressants là-dessus. Certains randonneurs disent avoir aperçu apparemment des orbes oranges dans le ciel à ce moment-là. La théorie vient s'ajouter aux autres. Les extraterrestres auraient pu potentiellement causer leur mort. Quelle manière on ne sait pas, mais c'est une hypothèse. Après bien évidemment ils n'avaient pas que ça à faire hein, pour eux. C'est scandaleux qu'une telle hypothèse puisse prendre de l'ampleur. Mais ils ont juste l'aide en fait. On additionne ça à la radioactivité qu'on a retrouvée sur les vêtements. Et les gens aussi, ce qu'il faut savoir, bizarrement, le jour des funérailles, les parents affirmaient aussi que la couleur de peau de victime était d'une étrange couleur brune. Hein. Dans une entrevue privée, il y a l'un des anciens enquêteurs qui a dit que son dosimètre avait montré des niveaux de radiation élevés. Et qu'est-ce qui explique ces radiations? On n'en sait pas grand chose. C'est une hypothèse sur l'attaque d'un peuple autochtone qui vit sur le territoire. Je vous mets son blaze là, voilà. En général, c'est des gens, ils sortent pas le couteau pour rien. Donc non, c'est assez peu probable. Le 1er juillet 2019, il y a aussi Evgeny Tchernoussov, en fait, avocat et colonel de police à la retraite, qui représentait bénévolement les intérêts des proches de 3 des victimes, Dyatlov, Doroshenko et Slobodin, qui a demandé au comité d'enquête de fédération de la Russie d'ouvrir une enquête au chef d'homicide volontaire de 2 personnes au plus. Une hypothèse selon laquelle à l'époque, en fait, comme c'était compromettant pour l'URSS de révéler certaines parties de l'affaire, qu'il faut être honnête sur la mort de ces 9 randonneurs. Lui, il adhère à la théorie technogène, en fait, sur laquelle l'armée faisait des essais militaires à l'époque. C'est ce qui aurait causé la mort de ces 9 randonneurs. Cette enquête demeurera toujours quelque part un mystère, en fait, aux yeux du public. On saura jamais réellement ce qui s'est passé là-bas, en fait. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo sur l'affaire Dyatlov. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me le faire savoir, tout simplement. Promets la team, la prochaine vidéo, ce sera un sujet plus joyeux quand même. Hein. Voilà. Bref les gens, portez-vous bien. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.